Alors nous recevons aujourd'hui, chers téléspectateurs, notre ami André Possokov, qui est notre spécialiste en matière de réinformation historique. Nous avons déjà fait plusieurs émissions avec lui, notamment sur la guerre d'Espagne, sur Churchill. Et aujourd'hui, il nous a signalé un terrain sur lequel il était bien nécessaire d'intervenir. C'est l'histoire de la bataille de Dunkerque. On sait qu'elle fait l'objet aujourd'hui d'un film qui rencontre un très grand succès, en Angleterre bien sûr, mais également en France. Or, il a vu ce film de manière très attentive, avec un œil critique, et il a beaucoup de choses à nous dire à propos de cette production cinématographique qui, dans l'ensemble, la presse est unanime à ce sujet, fait finalement très peu de place aux Français et est un film à beaucoup d'égards anglo-centré. Alors, André Possokov, je crois qu'il faut d'abord rappeler pour nos téléspectateurs le contexte dans lequel va se situer au début du mois de juin 1940 l'évacuation de la poche de Dunkerque, du camp retranché de Dunkerque, pour reprendre la terminologie officielle, qui voit les Anglais rapatrier une bonne partie de leur corps expéditionnaire outre-Manche et qui voit pour l'essentiel les troupes françaises vaincues, destinées à la captivité, puisque les tentatives du général Weygand au cours des jours suivants de rétablir un front sur la Somme et sur l'Aisne s'avéreront parfaitement vaines. Alors, il faut pour cela, je pense, rappeler un petit peu dans quelles conditions on est arrivé à cette situation, comment sommes-nous arrivés à cette défaite de très grande envergure de l'été de 1940. Oui, le film est effectivement, que j'ai vu en juillet, le film est effectivement très autocentré. C'est un peu le système anglais de la story, vous savez, les petites histoires humaines, individuelles, et le film n'est pas replacé dans un cadre plus général. Les Français, effectivement, sont complètement oubliés, complètement, nous allons y revenir, mais surtout, au fond, on ne sait pas pourquoi il y a une évacuation, pourquoi on est dans cette situation, et je crois qu'il faut en parler. Alors, la première des choses qu'il faut quand même rappeler aux Britanniques, c'est que si la responsabilité des Français et de la Troisième République dans cette défaite, au plan diplomatique, au plan de la non-réaction aux avancées d'Hitler est patente, les responsabilités britanniques sont énormes. Ils ont pratiqué une politique d'apaisement, de conciliation et de faiblesse à l'égard des Anglais jusqu'en 1939, à l'égard des Allemands jusqu'en 1939. Je rappelle que Munich est une affaire anglaise, qu'il y a en 1936, ils étaient en désaccord sur l'intervention alors qu'Hitler occupait la Rhénanie. Et puis brutalement, lorsqu'il y a eu l'occupation de Prague par les Allemands en mars 1939, d'un seul coup, ils ont fait ce qu'ils ne faisaient jamais, c'est donner une garantie inconditionnelle pratiquement aux Polonais, pas qu'aux Polonais d'ailleurs. Et le résultat, c'est que ne voulant pas s'allier aux Soviétiques, bien lorsque Hitler a conclu son pacte avec les Soviétiques, eh bien, ça a été la guerre, et ils ont entraîné la France à un débâcle, dans leur débâcle. Il faut voir que, deuxième chose, la contribution britannique au combat dit commun a été dérisoire. Bon, c'est vrai que l'armée française n'était pas prête, mais il y avait un très gros effort à partir de 1938. Et les Français ont mobilisé à peu près une centaine de divisions. Des gens qui avaient fait la guerre en 14-18 ont été remobilisés. Les Anglais, quant à eux, n'avaient pratiquement plus d'armée de terre. Ils sont entrés en guerre en septembre 1939 avec 2 divisions. Ils en avaient 11 en mai 40 et la conscription n'a été décidée qu'en avril 1939. Donc l'apport anglais a été dérisoire. Et ça a été important parce que lorsqu'il y a eu le désastre, les Anglais voyaient qu'ils allaient perdre leur armée, leur unique armée. Alors qu'en fait, s'ils avaient fait l'effort qu'avaient produit les Français, il y aurait eu plus de divisions, les choses auraient été différentes. Et enfin, il y a eu des erreurs stratégiques, et les Anglais très tôt ont reproché les erreurs stratégiques aux Français.
Et c'est vrai que le fait d'avoir négligé le front de la Meuse de la part de Gamelin, le commandant en chef français, et d'avoir dispersé toutes les bonnes divisions de la mer du Nord jusqu'à la Suisse, ont été des erreurs stratégiques capitales. Mais la plus capitale, c'est d'être entré en Belgique. Et on met toujours ça sur le dos du général Gamelin. C'est vrai. Mais ce sont les Anglais, notamment au Conseil suprême du 17 novembre 1939, qui ont demandé instamment, et Churchill le premier, qui ont demandé instamment à ce qu'on rentre en Belgique pour éviter que les Allemands aient des bases en Belgique pour bombarder l'Angleterre. Donc cette erreur capitale a été autant le fait, et même peut-être plus des Anglais, que des Français. Alors, je crois que c'est le cadre général, et cela a débouché le 10 mai 40 sur l'assaut de tout le corps blindé allemand, quand même 10 divisions blindées remarquablement organisées, sur le secteur de la Meuse, 2e et 9e armée, où il y avait des divisions dites B de second rang, mal équipées, mal armées, très mal encadrées, avec des régiments où le seul officier d'actif était le colonel, qui ont été enfoncés immédiatement avec des scènes de panique. Et à partir de cela, il y a eu, en 5 jours, les Allemands se sont retrouvés très enfoncés dans un doigt de gant qui allait les mener le 20 mai à Abbeville, sans réaction, puisque du fait de l'entrée de la Belgique pour l'opération Dille et l'opération Bréa, la seule armée de réserve avait été mise sur la côte de la mer du Nord. Ce qui fait qu'il n'y avait plus rien pour s'y opposer. Il a fallu faire revenir des divisions de l'Est de la France. Alors, les Anglais ont tout de suite reproché l'erreur stratégique, à juste titre, en oubliant leur part, et deuxièmement, les flottements indiscutables du haut commandement français. Il y a eu flottement. Il y a eu des lenteurs, l'apathie de Gamelin. Le général Billotte, le 21 mai, après une réunion, a eu un accident d'auto, il a disparu. Il n'avait pas de notes. Le résultat, c'est que son successeur ne savait plus quoi faire. Il y a eu vraiment, en plus, un problème de communication. Un vrai problème de communication, puisqu'il fallait utiliser le téléphone. Il n'y avait pas de radio, à tort. Mais ce que les Anglais ne devraient pas omettre, c'est qu'eux aussi, ils ont eu des flottements et des hésitations, puisqu'ils ont été très partagés pendant des journées entières, et toute heure comptée, entre ceux qui voulaient combattre, aller jusqu'à la Somme, percer, contre-attaquer, c'était Churchill et le général, le chef de l'état-major impérial Ironside, et ceux qui voulaient s'en aller. Et là, le rôle de Lord Gort, le commandant en chef de l'armée anglaise, a été décisif parce que tout de suite, il a dit il faut partir. Tout de suite. Alors, ça n'a pas été d'exécution immédiate. Il a tout de suite regardé vers la mer. Et il y a eu des discussions dures entre Anglais, puisque lorsque Churchill est venu le 22 mai à Paris, je pense que c'est le 22 mai, il a dit nous combattrons avec vous. Il est rentré, et là le conseil de guerre anglais a refusé. Il a dit nous allons perdre et nos avions et nos hommes, il faut partir. Il y a donc eu chez les Anglais des attitudes qui ont contribué à la confusion générale. Alors c'est une posture qui n'est pas tout à fait nouvelle chez les Britanniques, puisque en 1918, au moment des grandes offensives de Ludendorff lancées à partir du mois de mars, le général Haig, il est tenté lui aussi de se replier vers la mère patrie. Philippe Morin, non seulement il a été tenté, mais il a cédé à la tentation, parce que les Anglais étaient en colonne, en train de partir dans les silences du colonel Bramble de Mauroy. Il raconte très bien ça. Et il a fallu que Pétain, le général Pétain à l'époque, commandant en chef de l'armée française, puisqu'à l'époque le commandant suprême de toutes les forces alliées n'était pas désigné, il sera Foch, mais le chef de l'armée française, l'équivalent de Haig, a envoyé 40 divisions. Et il a fallu envoyer une armée lorsque les Anglais ont été enfoncés dans les Flandres. Donc c'est quand même... Et puis il faut rappeler qu'en 14,
14, juste avant la bataille de la Marne, il y avait 5 divisions anglaises sous les ordres du général French, et ils se préparaient, et la situation était bien pire. Qu'en 40, on était sur la Marne, et certains pensaient à retraiter jusque sur la Seine. Et French était en train de rapatrier toutes ses troupes par Saint-Nazaire vers l'Angleterre. Il a fallu que Joffre fasse le déplacement et parle fort au général French pour... mais c'est effectivement une habitude anglaise. Vous noterez toujours que lorsqu'ils interviennent dans un conflit ou dans des batailles, la position de leur armée est toujours proche de la mer. Oui, bien sûr. On a eu un scénario également comparable pendant la guerre d'Espagne napoléonienne, où du fait des défaites subies face aux armées françaises, ça a été le repli vers la Corogne et l'évacuation de la péninsule. Je dirais que c'est inscrit dans la géopolitique et dans la géostratégie normale de la puissance anglaise. Elle maîtrise la mer, donc elle est en situation de se projeter sur le continent, mais en gardant la capacité évidemment de se replier sur cette situation insulaire qui la protège. C'est dans les gènes anglais. Mais il y a autre chose, c'est que les Français croyaient qu'ils étaient alliés aux Anglais. Les Anglais avaient tout à fait une autre conception. L'Angleterre était le donjon. Le bastion avançait, où ils espéraient que les Français tiendraient le plus longtemps possible, c'était la France. Et puis, après la guerre de 39-40, ils ont considéré que ce serait l'Europe avec l'amitié franco-allemande, mais eux, ils n'y participaient pas. Donc, lorsque le bastion avançait a été enfoncé trop rapidement à leurs yeux et aux yeux de tout le monde, malheureusement, ils avaient une douve. C'est-à-dire un fossé anti-char de 40 km qui s'appelle la Manche. Et il fallait, ceux qui devaient tenir, c'était le donjon, c'est-à-dire l'Angleterre. Il fallait pour cela rapatrier les troupes. D'où un malentendu franco-anglais complet. Malentendu déjà également en 1914, qu'avait parfaitement vu Falkenhayn, le patron de l'armée allemande, quand il prépare l'offensive sur Verdun, quand il explique que l'armée française, c'est l'épée de l'Angleterre sur le continent. C'est-à-dire que cette alliance, ça consiste en fait pour les Français à fournir les moyens militaires à la puissance anglaise face à l'adversaire commun. Ce qui, évidemment, avec l'épisode de Dunkerque, ça va être interprété dans l'opinion publique, dans la série. On va continuer la lutte contre Hitler jusqu'au dernier Français. Donc ce malentendu, en plus le malentendu se nourrissait de l'accord du 28 mars 40, entre le nouveau président du Conseil, qui était Paul Reynaud, et les Anglais. Les Anglais réclamaient, depuis novembre-décembre 1939, cet accord. Il n'avait pas été signé par Daladier, qui, sur ce point-là, avait été particulièrement lucide, parce que les Anglais refusaient de définir les buts de guerre, qui avaient fait l'objet de discussions acharnées en 14-18, et puis surtout, ils ne voulaient pas se prononcer sur les moyens à mettre en œuvre. Donc ils se sont arrangés avec les bellicistes, dont Blum, pendant l'hiver 40, pour que Daladier s'en aille, ce qu'il a fait, et Paul Reynaud, qui est un homme des Anglais, qui est un homme complètement des Anglais, signait cet accord. Or, cet accord n'a rien défini du tout. Il interdisait non seulement de signer un traité de paix séparé, ce qui était normal, mais de signer un armistice. Il ne restait donc plus que la capitulation, qui était un désastre. Donc déjà, il y avait ce malentendu. Et ce malentendu se poursuivra jusqu'au 17 juin 40, lorsque le maréchal Pétain, après la démission de Paul Reynaud, sera désigné comme président du Conseil, dernier président du Conseil de la Troisième République, et négociera dans la mesure du possible. Annoncera l'ouverture de négociations. Alors, je pense qu'il faut parler de ce malentendu, car ce malentendu a une image très claire, c'est que lorsque le général Weygand, actif, énergique, à 73 ans, paraissait très jeune, est arrivé de Syrie, et il a voulu faire le point. Et il est allé, et comme il n'y avait pas de liaison radio, il est allé à Ypres pour rencontrer tous les grands chefs. D'ailleurs, le général Billotte qui commandait le groupe d'armée du Nord, le roi des Belges qui avait une implication très forte dans le combat, et Gort, Lord Gort, patron des Anglais.
Et Gord n'était pas là. Il avait d'autres occupations, et Weygand était obligé de rentrer. Il n'a pas rencontré Gord. Imaginez que... C'est un peu surprenant, oui. Donc déjà, ce malentendu est très, 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 très fort. Puis, il y a eu d'autres choses, c'est que les Français amenaient des troupes, mais les amenaient par petits paquets. Il n'y avait pas moyen de faire une grande attaque. Cela aussi a induit un grand scepticisme de la part de Lord Gord. Il a été demandé aux Anglais, appuyés par les Français, d'attaquer sur Arras. Ils l'ont fait. Il était prévu 15 000 hommes et ils en ont envoyé 2 000. Mais il y a eu un succès contre Rommel, qui commandait la division en face. Mais des attaques françaises devaient avoir lieu le 23 mai, puis le 27 mai. Mais d'un seul coup, Lord Gord a retiré le 24 mai toutes ses troupes à 40 km d'Arras. Parce qu'il avait peur que les Belges soient tournés, que son armée soit coupée de la mer. À partir de ce moment-là, le plan Weygand s'effondrait totalement. Il faut voir que les Anglais ont pensé à partir très tôt. Dès le 17 mai, ils ont commencé à évacuer des personnels des bases arrières. 17 000 hommes, c'est pas rien. Bon. Et puis, donc, le 22 mai, Weygand a exposé son plan devant des généraux britanniques, devant Churchill, qui les ont approuvés. Et puis, de retour à Londres, le 23 mai, le cabinet de guerre a dit non. Et Churchill s'est rendu à ses raisons. Lord Gord a décroché d'Arras. Et comme nous l'avons vu, la manœuvre de Weygand s'est écroulée. C'est donc bien Churchill qui, contrevenant aux accords passés par lui-même et refusant de prendre le moindre risque, donne son accord au retrait de la bataille de 9 divisions très bien armées qui avaient très peu combattu. Et le roi des Belges a dit la même chose. L'armée anglaise était intacte. C'était les Belges et les Français qui avaient tout pris. C'est une citation d'un excellent livre de Bernard Legout. Alors, je crois que ce qu'il faut signaler, ce sont les informations tardives et ce qu'on peut appeler des mensonges de la part des Britanniques. Lorsque Lord Gord a pris la décision d'aller vers la mer, d'aller vers Dunkerque, le 25 mai, il s'est bien gardé de dire aux Français que c'était pour évacuer. Les Français étaient persuadés qu'on allait avoir un camp retranché. Ce qui était d'ailleurs certainement illusoire, ce qui était certainement chimérique, parce qu'il fallait le ravitailler. Ah oui. Mais ils se sont bien gardés de le dire. Pourquoi ? Pour partir les premiers. Ils ne l'ont pas averti. C'est absolument par hasard que les Français ont été avertis, puisque c'est un officier de liaison, le commandant Fauvel, qui a appris par un ami britannique qui partait, il embarquait. Il est allé voir Blanchard, il a été envoyé par avion à une réunion du comité de guerre le lendemain, le 24 mai, à Paris, en face de Reynaud, et en face du délégué de Churchill, le général Spare, pour annoncer que les Anglais partaient. Et ça a été la nouvelle. Et lorsque l'amiral Offand est allé le 27 mai à Douvres, il voyait que les Anglais avaient préparé l'évacuation depuis 10 jours. Donc ça voulait bien dire que tout ça était en cours sans que les Français soient prévenus. Et d'autres exemples existent concernant ces mensonges par omission, ces non-informations qui mettaient d'emblée les Français dans une position très difficile. L'égoïsme sacré de la perfide Albion. Oui, sauf qu'on en parle toujours, mais qu'il est bon de citer des cas précis. Moi, je pense que ce qui était grave, c'est de partir en guerre avec 10 divisions britanniques. C'est de partir en guerre dans ces conditions. Et là, la Troisième République, les politiques, les Daladiers ont été très coupables. Mais en face, ça a été la même chose. Les Anglais oublient de le dire, parce qu'ils parlent de la bataille d'Angleterre, ils parlent de leur résistance effectivement héroïque qui a sauvé le monde. Mais au départ, il ne faut pas oublier l'origine du désastre et les causes. Et d'ailleurs, la retraite vers Dunkerque, c'est les Anglais d'abord. Donc, toute l'armée anglaise, en combattant, s'est repliée, et surtout en Belgique, ils étaient très impliqués en Belgique, s'est repliée sur le camp retranché. Et les Français suivaient, mais imparfaitement.
Parce qu'à un moment donné, Lorgant a refusé de laisser ses troupes de façon à empêcher que cette espèce de doigt de gant où les Français et les Anglais étaient en train de retraiter soit coupé par les Allemands, ce qui a isolé plusieurs divisions françaises à Lille, où elles ont résisté jusqu'en 31 mai, immobilisant 7 divisions blindées et motorisées allemandes qui ont manqué à Dunkerque. Et ça a été extrêmement important. C'est quelque chose qu'on oublie, c'est ce que fut la résistance française durant ces dramatiques semaines de mai-juin 40, parce qu'on est resté sur l'image de la défaite, mais contrairement à certaines idées reçues, les Français se sont farouchement battus durant cette période. Concernant la ruée des Anglais vers la mer, leurs colonnes coupaient les colonnes françaises. Ils nous ont fait le même reproche d'ailleurs. Ils détruisaient les ponts, ce qui faisait que les Français ne pouvaient plus passer. Benoît Méchain cite le centre de communication de Lille qu'ils ont fait exploser, ce qui avait fait, je cite, l'effet d'un cyclone sur les communications. Mais ils partaient, ils faisaient tout sauter. Et lorsque les Français arrivaient dans le camp retranché, ils les désarmaient. Ce qui fait que, alors que les Français allaient se battre, ils ont enlevé toutes les armes lourdes, pour des raisons que je n'ai pas trouvées. Alors, puisque vous parlez de la résistance des Français, les Français ont résisté à Lille héroïquement, les honneurs de la guerre leur ont été rendus, et d'ailleurs le général allemand qui a rendu les honneurs a été sanctionné par Hitler. Les Français se sont battus, et ça je voudrais citer le mensonge du livre de Lévin, Dunkerque, c'est que les Français, ils ne parlent dans la résistance de Calais et de Boulogne que des Anglais. Mais à Calais, la résistance a été coude à coude Anglais et Français, et à Boulogne, les Français ont organisé une résistance, les Anglais ont envoyé quelques bataillons qu'ils ont ramenés le lendemain pratiquement. Et ce sont les Français, le général Lanctot, qui ont résisté jusque alors je n'ai pas la date en tête, mais vers le 28 ou le 29 mai. Et là aussi, les Allemands ont félicité le général Lanctot. Et là, alors que dans le livre de Lévin, qui est donc Dunkerque, on ne parle que de la résistance, des Anglais. C'est faux. Les seuls qui sont restés jusqu'au bout, à Boulogne, ce sont les Français. Et enfin, à Dunkerque, les Anglais avaient des troupes à Dunkerque, c'est vrai, mais très rapidement. Alors, il faut parler bien évidemment du Haltbefehl allemand qui, le 24 mai et le 27 mai, a immobilisé les divisions blindées. S'il n'y avait pas eu cette décision d'Hitler d'arrêter ces blindés, il n'y aurait pas eu Dunkerque. Ce qui montre que le calcul de Gord, qui ne pouvait pas prévoir cet arrêt, était peut-être pas si bon que ça. Il a eu de la chance, enfin, si on peut parler de chance. Et pourquoi, selon vous, est-ce que Hitler donne l'ordre à ses blindés de s'arrêter ? On ne sait pas. On n'arrive pas à une conclusion. Je n'ai jamais trouvé une conclusion définitive. Les tonalités sont très différentes entre « je veux épargner l'Angleterre », mais après tout, la meilleure façon d'obtenir de bonnes conditions avec les Anglais, c'était quand même d'écraser leur seule armée. Il avait peur que les blindés s'enlisent dans les Flandres, où il avait fait la guerre, mais on était quand même en plein été, en fin de printemps. Et puis on a avancé aussi l'idée que Göring voulait que l'on donnât la priorité à la Luftwaffe. C'est vrai, mais on a très vite vu que ce n'était pas possible. Il y a eu plusieurs raisons qui se sont mêlées, puis il n'y a pas que Hitler. Il faut voir une chose, c'est que les Allemands étaient très avancés. Une contre-offensive coordonnée aurait très bien pu arriver. Et cette offensive, les Allemands la redoutaient, parce qu'ils ont stoppé leur troupes plusieurs fois. Et il y avait même une confusion dans qui a joué à Dunkerque. Et pourquoi ? Parce qu'ils craignaient, parce que les Français avaient causé des pertes. Lormier dit que 50%, les Allemands avaient perdu 50% de leurs blindés. Je trouve que c'est beaucoup. Mais leurs troupes étaient fatiguées. Il y a les lignes logistiques qui étaient allongées et ils craignaient des contre-offensives. Ils se souvenaient de la bataille de la Marne. Et puis il y avait eu la tentative d'Abbeville. Ouais,
qui a été un échec. Qui a été un échec, bien sûr. Il faut lire le livre de Vailly. Oui, le livre d'Henri de Vailly a mis au clair tout cela. Le commandant de la 4e DCR avait appliqué les méthodes les plus classiques d'une attaque à blindée infanterie. Vous nous rappelez le nom de ce commandant de la 4e DCR? Il y a eu 3 attaques. La division britannique, la 51e division britannique du général Fortune, qui a montré un courage, mais qui a été massacré. Un très grand courage. Il y a eu la 4e DCR du colonel de Gaulle, qui est devenu général de Gaulle et sous-secrétaire d'État, en parlant d'une victoire qui n'a jamais eu lieu. Ah oui, certes. Ouais. Et en face, ils avaient des troupes d'infanterie, ils n'avaient pas de blindés, simplement avec d'excellents canons anti-chars qui étaient les 88. Et la 2e DCR, le général, le colonel à l'époque Perret, qui était un ennemi personnel de son voisin, et les 3 n'ont pas réussi. Ce qui donnerait plutôt raison à Lorgort en montrant que ces contre-attaques, elles étaient difficiles à faire. Elles étaient difficiles. Et puis surtout, le rythme général de la bataille faisait que la mise en œuvre d'une contre-offensive de ce type, ça demande quand même en amont un minimum de planification, des moyens suffisants, l'établissement de... Mais les Allemands étaient très aventureux. Un système logistique... Très aventurés. Ah oui, bien sûr. Mais ils se préparaient à la guerre depuis des années. Alors, concernant la défense de Dunkerque, elle a été principalement assurée par les troupes françaises. Alors, je fais rapidement des citations. 30 000 Français ont défendu Dunkerque, à peu près, et de 2 000 à 6 000 Anglais jusqu'au 2 juin matin. Donc il y a quand même une disproportion considérable. Pour Dominique Lormier, les troupes terrestres anglaises ont faiblement coopéré à la défense de la poche, et c'est la résistance des soldats français à Lille et à Dunkerque qui a rendu cette évacuation possible. Et le général von Kuckler, qui commandait la 18e armée allemande, disait « En résistant une dizaine de jours à nos forces nettement supérieures en effectifs et en moyens, l'armée française a accompli un superbe exploit qu'il convient de saluer. Elle a certainement sauvé la Grande-Bretagne de la défaite en permettant à son armée professionnelle de rejoindre les côtes anglaises. » Et c'est profondément vrai. C'est un témoignage évidemment Alors, essentiel. Je voudrais parler des pertes, parce que j'y tiens. Les pertes globales sur la campagne de France, c'est-à-dire du 10 mai à l'armistice, concernant les Français, à peu près 60 000 morts. Et 123 000 blessés. Le chiffre a baissé. On parlait de 100 000 morts. Il était trop élevé. Enfin, il faut ça. Disons 60 000 morts. Quand même, en un mois et demi, c'est beaucoup. L'armée britannique, sur la même période, enfin, uniquement sur Dunkerque et tout ce qui est autour, 3 458 morts. Donc il y a une disproportion considérable. Ça montre l'effort commun. Et à Dunkerque, selon Dominique Lormier, il y a eu 18 000 militaires alliés qui ont été tués ou portés disparus, dont 16 000 soldats français et 2219 britanniques. Ça montre la disproportion assez significative. Oui. Alors, l'évacuation a été prioritairement au profit des Britanniques. Ils étaient là les premiers, c'était leur bateau. Alors, certains Anglais ont promis aux Français d'embarquer moitié-moitié, puis c'est là qu'il y a eu ces incidents où les Français ont été rejetés. Et ceux qui sont revenus de Dunkerque, qui le racontaient dans les campagnes, ça a eu des échos. Et les Anglais ont dit, mais amenez vos bateaux. Le problème, c'est qu'il y avait eu un partage des responsabilités entre les deux marines. La marine française a été en Méditerranée. Et les Anglais avaient dit, écoutez, la Méditerranée, c'est votre secteur, nous, on s'occupe. Alors, il fallait faire revenir les bateaux de Méditerranée. Bien, les Français l'ont fait. Et s'il y a bien une chose qui a été oubliée, c'est le rôle de la marine. On n'en parle jamais. On parle tout le temps des petits bateaux anglais, à juste titre. Oui, c'est mais les Français ont fait pareil. On a balancé tout ce qui flottait. Mais les Français ont fait pareil. Et je pense qu'il faut rendre hommage à la marine, qui, sur 848 navires utilisés pour l'opération, 300 étaient français. Ah oui. Un tiers, un gros tiers. Les pertes matérielles ont été lourdes. La navire, l'anglaise, a perdu 112 navires et notre marine 123 bateaux. L'effort était commun, il était le même. No mention dans le film, rien. On n'a pas vu un seul petit pavillon.
Donc l'effort a été considérable, mais plus tardif. Et concernant l'évacuation par la marine, lorsque le dernier soldat anglais a été embarqué le 2 juin, là, les Anglais, fatigués, c'était épuisant pour les équipages, et on arrête. Et il a fallu l'intervention de Reynaud, de Weygand, pour qu'ils continuent ce qu'ils ont fait. Mais il faut le souligner, jusqu'à évacuer dans la nuit du 3 au 4 juin. Il y a eu un masse de bateaux, de nuit, qui est arrivé, qui a embarqué tout ce qui pouvait rester de Français. C'est à ce moment-là qu'est sorti, ce que j'allais dire, les rats de la Namioun de Dunkerque, c'est-à-dire tous ceux qui étaient dans les caves, et que les troupes qui, elles, se repliaient, ont été bloquées, n'ont pas pu embarquer, et il y a eu 40 000 prisonniers. S'il y avait eu une meilleure coordination et plus de loyauté, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc une évacuation prioritairement au profit des Britanniques. Il faut bien voir que le 31 mai, lors d'un conseil de guerre interallié, Churchill a dit, écoutez, il comptait évacuer 50 000 personnes. Nous avons évacué... Évacué en tout 50 000. En tout, au départ. Ah oui. Ils pensaient évacuer, ils n'étaient pas sûrs. On a évacué beaucoup plus, en fait. Alors, le 31 mai, Churchill a annoncé avec satisfaction 165 000 évacuations. Et là, les Français ont dit, et combien de Français? 15 000. Ouais. Alors, ça a renaclé, en disant, ce n'est pas possible. Et c'est là que, devant ces protestations, Churchill a dit, eh bien, à partir de maintenant, évacuation, bras dessus, bras dessous. C'est dit dans le film. Et la réaction de tenante, l'officier de marine britannique, c'est ouais, bras dessus, bras dessous, mais on évacue les Anglais d'abord. C'est dans le film. Oui, complètement et c'est la réalité. Mais il faut dire qu'effectivement, une fois les Anglais, le dernier Anglais embarqué, il y avait déjà eu des évacuations françaises. Là, la marine britannique a fait un gros effort avec la marine française. Et il y a eu, alors, citons les chiffres, 348 000 sur 400 000 combattants. Alors, bon, c'est pas arithmétiquement tout à fait juste. 350 000, un peu moins, purent s'échapper. Et il y a eu 125 000 Français, 123 000 Français évacués. Et donc, plus de 200 000 Britanniques évacués. Et l'armée, le BEF, le British Expeditionary Force, était sauvé. Mais fondamentalement, il s'agissait de sauver l'armée britannique. En priorité, l'armée britannique. Alors que deviennent-ils ces Français qui se retrouvent en Angleterre? Alors, ils sont arrivés et ils ont été admirablement accueillis par la population. Les gens les ont accueillis. Ce qui a frappé les Français, et ça, je crois qu'il faut le citer, les Français venaient, comme les Anglais, venaient de vivre l'enfer. Parce que le film retrace mal cet enfer, c'est ce que je critique. Mais ce qui retrace, c'est le danger de prendre les bateaux. Mais il y a eu peu de noyades, 5000 hommes. 5 000 noyés. 5 000 noyés quand même. Ben oui, mais attendez, dans du fait des bombardements aériens. Ce qui a sauvé, c'était qu'il y avait un incendie avec des fumées, et les Allemands ne pouvaient pas bombarder partout, puis il y avait une protection. Mais 5 000 sur tous ceux qui ont embarqué, ce n'était pas énorme. C'est un pourcentage faible. Donc il y a des bandes filmées qui montrent les Français arrivant et se retrouvant entre eux. Et, enfin, et ils sont arrivés, ils ont été accueillis par la population merveilleusement. Mais ce qui les a frappés, c'est qu'ils voyaient des gens de leur âge, plus jeunes que des gens de 20 ans, avec leur petit ami, en tenue de tennis, en train de jouer au tennis, ou en train de jouer au cricket. Les gens n'étaient pas mobilisés. Alors après, on nous a seriné la Home Guard, la mobilisation générale. C'est dommage que ça n'a pas été fait avant. Peut-être que s'il y avait eu 30 ou 40 divisions britanniques, comme en 14-18, les choses auraient été différentes. Et ils auraient eu leur mot à dire face aux erreurs stratégiques. Mais ça les a beaucoup frappés. Ils sont rentrés quand même la bouche de travers. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que les Anglais ont désarmé les Français, arrivés sans armes lourdes, mais avec leur arme individuelle, pas toujours, bien entendu, et ils ont été désarmés par les Anglais. Alors Mordal, qui n'est pas pour les conflits, dit que les Anglais aussi étaient désarmés. Les Français, ils ont rembarqué illico sur des bateaux, ils ont été dirigés vers la Bretagne et la Normandie. Certains ont participé à la bataille de France qui s'était déclenchée. Déclenchée, bien sûr. Et beaucoup ont été faits prisonniers, alors qu'ils n'avaient pas été faits prisonniers à Dunkerque. C'est ça. Et est-ce qu'on a une idée du pourcentage de ces Français qui vont rejoindre la France libre? Alors, pas beaucoup, mais pour des raisons postérieures.
D'abord, c'était des appelés, c'était des... Bon. Et ensuite, il y avait un armistice. Bon. Enfin, il y avait beaucoup de monde en Angleterre. Il y avait beaucoup de monde en Angleterre, et ce qui a donné, comme je cite le général de Gaulle, un coup de hache dans leurs espoirs, ça a été Mersel-Kébir. Et si on se lance sur Mersel-Kébir, nous en avons pour longtemps. Ouais. Mais ça a été un coup d'hache. Puis il y a autre chose. Par exemple, il n'y a pas eu que Mersel-Kébir. Il y a eu beaucoup de bateaux dans les ports anglais. Et d'un seul coup, ils ont occupé les bateaux. C'est ça. Ouais. Et les marins français ont été enfermés dans des camps qui étaient des camps de prisonniers très maltraités. Très maltraités. Il y avait une rancœur anglaise contre les Français, vous nous avez abandonnés. Oui, et puis surtout, les Anglais craignaient que la flotte française pût passer dans le camp de l'Axe. On sait bien que ce n'était pas du tout l'intention d'Arlan et des autorités françaises, mais les Anglais ne voulaient pas prendre le moindre risque. Tous les bateaux dans les ports de l'Atlantique ont été évacués, dont certains avec l'or de la Banque de France. Il y a une excellente émission télévisée sur ce sujet. Et les bateaux, et des bateaux non finis, comme le Dunkerque et le Jean Bart, qui sont trouvés à Casablanca. Et Darlan avait donné l'ordre d'évacuer le maximum de bateaux vers tous les ports d'Afrique du Nord. C'était une aubaine pour Churchill, parce qu'ils étaient à portée. Or, Darlan avait donné des ordres, les Anglais, de se saborder si les Allemands exigeaient les bateaux. La livraison de et la flotte. Les Anglais le savaient, ils avaient notre code, et ils interceptaient toutes les émissions avec l'amiral O'Dindal qui était à Londres et qui était le délégué naval. Je voudrais, bien sûr. Je voudrais dire des choses sur l'aviation britannique qui a été efficace à partir du moment où comment dirais-je, il y a eu l'évacuation. Et là, on le voit très bien dans le film, les Spitfires sont intervenus. Alors que pendant les premières heures de la bataille, les premiers jours de la bataille, c'était uniquement les Hurricanes. Et les Spitfires sont arrivés et ont été très efficaces parce qu'ils ont durement contré la Luftwaffe. Très tardivement, donc. Et puis après, plus d'aviation britannique. Oui, et puis on ne les avait pas vus pendant la bataille en Belgique. Oui, il y a eu de grosses pertes en aviation anglaise avant Dunkerque. Mais surtout de bombardiers, mais aussi de Hurricanes. Les Anglais avaient une conception stratégique du bombardement. Ils voulaient bombarder la Ruhr. Mais ce n'était pas ça qui comptait. Et ils n'avaient pas les moyens non plus. Et après, ils ont refusé. Alors on peut comprendre qu'ils aient refusé l'aviation, mais certainement, ça a ôté le droit à ce moment-là. Et Lebrun l'a dit au procès Pétain en 1945. À partir du moment où un allié retient ses forces pour son propre intérêt, on leur y a tout droit moral d'exiger que l'on continue les combats. Et c'est pourtant ce qui a été fait. Les conséquences de ce retrait britannique, c'est que ça a été l'écrasement des armées du Nord. Concernant les Belges ont donné, le 28 mai, avec un flanc droit complètement découvert, ont capitulé. Les Allemands ayant refusé un armistice. Et les Belges ont conçu une extrême amertume à l'égard des Anglais. Une extrême amertume parce que c'est le fait de s'être retiré qui a fait que les Belges ne pouvaient plus combattre alors qu'ils se battaient et qu'ils ont été obligés de capituler. Et ça, Léopold III, qui signalait que l'armée britannique était des trois armées la moins touchée, avait les moyens de mieux et de plus agir. Mais leur gorge ne regardait que la mer. Autre chose, c'est qu'à partir de cette date, les conseils de guerre franco-anglais ont été truqués. Ils ont été truqués parce que Churchill a passé son temps à clamer qu'il continuerait à faire la guerre, qu'il exhortait les Français à faire la guerre, à continuer le combat avec Paul Reynaud, qu'il aiderait, qu'il enverrait des troupes. Il a envoyé 2 divisions qu'il a rapatriées immédiatement, qu'il enverrait l'aviation, mais ça a tout de suite été refusé par le Conseil de guerre Lord Oding qui commandait la chasse. Ce qui fait qu'en fait, on avait un homme
qui disaient quelque chose, mais qui ne l'appliquaient pas, ou qui étaient face à la désobéissance de ces généraux. Qui étaient désavoués par les militaires. Oui. Les Britanniques ont fait valoir que le plan Weygand était réalisable, c'est possible. En tout cas, leur lâchage. Levin parle de présumée trahison. David Irving parle de trahison de Lord North. Mais c'est vrai que c'est un auteur maudit. À empêcher qu'il soit mené avec fermeté. Donc on ne le saura jamais. Mais il est vrai que lorsqu'un des alliés s'en va, c'est difficile de faire... Et les Anglais ont fait valoir que si le BEF, British Expeditionary Force, soit une dizaine de divisions disparaissaient, ils n'auraient eu plus d'armée. C'est la vérité. Bien sûr. C'est la vérité. Mais ils n'ont fait payer aux Français et aux Belges la note cuisante de leur impréparation et de leur légèreté. Car il y a eu légèreté. De leur légèreté sur le plan diplomatique dans les années précédant la guerre. Et aussi, dans leur impréparation. Et dans leur impréparation militaire. Oui. Dans leur impréparation. Parce qu'ils se lancent dans le réarmement très tardivement, à la veille du conflit. Mais même pas dans le réarmement de l'armée de terre. Que dire Ils avaient le sentiment que c'est l'armée française qui était considérée à l'époque comme la meilleure du monde, après la victoire de 1918. Ils avaient le sentiment que l'armée française suffirait à la tâche, eux-mêmes se réservant évidemment l'action sur les océans. C'était une idée généralement admise, mais il est fort probable que parmi les bellicistes des Anglais, dont Churchill, et des Français étaient convaincus que l'armée française ne tiendrait pas. Et notamment, Churchill avait un informateur, Morton, qui était au sein des ministères anglais, qui l'informait, qui disait « l'armée française ne tiendra pas un mois face aux Allemands ». Et il savait qu'il y avait ce risque. Il pensait que ça tiendrait plus longtemps. Ouais. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu les erreurs du haut-commandement et surtout du général Gamelin, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et cette appréciation s'était fondée sur ce qu'était le projet stratégique allemand d'engagement de grandes unités blindées, motorisées, en liaison avec l'aviation. Les Anglais avaient perçu sur Iskel. Pas trop, et de toute façon, il y a un auteur allemand qui dit que la Blitzkrieg, c'est un mythe. Et parce que c'est vrai qu'il y avait une coopération, mais qu'on a appelé Blitzkrieg quelque chose qui a été largement... Fischler, je crois, s'appelle l'allemand, l'auteur allemand. C'était quelque chose qui a été finalement créé au fur et à mesure. Oui. Et lorsqu'il y a eu la percée de la Meuse, menée par Guderian voulait filer sur Abbeville tout de suite. Et les Allemands, les autorités allemandes, Hitler le premier, et son chef, von Kleist, a dit « mais non, nous nous exposons à une contre-attaque ». C'est ça, ils étaient prudents, craignant une contre-attaque de flanc. Parce que l'état-major allemand lui-même ne croyait pas à cette... Et Guderian a mis sa démission en jeu. Alors on lui a permis de faire des reconnaissances. Les reconnaissances l'ont mené à... Ils l'ont amené jusqu'à la mer. Le rôle de Guderian se montre que le problème l'acte individuel est important. Sans Guderian, il ne serait peut-être pas allé aussi loin. Il le voulait. En avant. Et Rommel aussi, mais il y avait d'autres chefs de division. Sans doute. Et le rôle de Gamelin. Le rôle de Gamelin. Son numéro 2, le général Georges, il ne voulait pas entrer en Belgique. Et le général Billotte non plus. Et Lorgord non plus. Mais Gamelin l'a imposé à la demande des pouvoirs politiques. Ce que l'on oublie de dire. On lui met sur le dos une responsabilité qui est vraie, mais qui doit être partagée. Une Belgique, il faut le rappeler, qui avait refusé la garantie anglaise, elle. Quand l'Angleterre avait distribué généreusement sa garantie à la Pologne, à la Roumanie, à la Turquie, à la Grèce au printemps 1939, la Belgique s'était bien gardée de l'accepter parce qu'elle ne voulait pas se tirer les foudres de l'Allemagne, après avoir proclamé sa neutralité en 1937. La faiblesse française d'abord, mais aussi anglaise en 1936, avait découragé les Belges, on dit écoutez, on est neutre. Et après tout, on peut les comprendre. Ce qui est plus grave, c'est que lorsque la guerre a été déclarée en 1939, et qu'on voyait bien que ce qui allait se passer, les Belges ont refusé de coopérer, au point que l'on ne pouvait même pas reconnaître où étaient les obstacles anti-chars. Et lorsque les Français sont rentrés en Belgique,
on a envoyé un capitaine, il s'appelait Métivier, je crois, aller reconnaître les obstacles sur la Dyle. Sur la Dyle, il n'a rien trouvé du tout. Il y avait quelques barbelés. Le cours d'eau qui donnait son nom à la manœuvre imaginée par Gamelin. Voilà. Et le général Priot a dit qu'il faut revenir sur nos positions. Et là, le coup était parti. Des centaines de milliers d'hommes étaient partis, ils sont allés au désastre. Les Belges n'ont pas joué franc jeu à partir du moment où il y a eu le vrai risque. On peut le comprendre de dire neutralité. Ils n'ont pas joué franc jeu. Ils se sont battus courageusement, mais ce que j'ai lu, mais franchement, je ne voudrais pas porter des jugements sur l'armée belge, parce que je ne connais pas le dossier, et puis parce que, après tout, ce que Reynaud a dit de Léopold III suffit largement. Mais ils ont eu des difficultés avec les divisions flamingantes. Il semblerait qu'elles ne soient pas battues autant que les Wallonnes. Ouais. Mais ils se sont battus quand même beaucoup, mais ils ont été surpris, comme tout le monde, par les... Mais ils se sont battus 3 semaines, les Hollandais 4 jours. Oui. Donc les Belges ont été un peu plus coriaces quand même. Voilà. Enfin, je crois que, comme vous l'avez bien signalé tout à l'heure, le fond de l'affaire, ce sont les conditions dans lesquelles cette guerre a été déclarée. On n'a rien géré comme il fallait sur le plan diplomatique au niveau des ministères des Affaires étrangères, et puis on n'était pas préparé sur le plan technique, sur le plan militaire, aussi bien chez les Français que chez les Anglais, alors en particulier chez les Anglais qui par définition ne disposaient que de moyens terrestres limités, et qui prenaient le risque de la guerre en s'en remettant évidemment à l'allié qui avait la réputation que l'on sait après la victoire de 1918. Est-ce que j'ai le temps pour faire une citation ? Oui, bien sûr. Alors, vous vous rappelez le fameux discours du 4 juin de Churchill disant « Nous nous battrons en France et sur les plages, nous ne nous rendrons jamais ». La citation de Churchill est beaucoup plus « Nous nous battrons dans les collines, nous nous battrons » avec son accent tout à fait particulier. Très bien. Le 4 juin. Le 4 juin, c'était juste après la fin de l'embarquement de Dunkerque. Quand même. Il se plaçait une date où les Anglais avaient cessé de lutter aux côtés de la France, donc à dire nous nous battrons, mais ils étaient partis. Et qui, pour leur part, loin de renoncer, s'apprêtaient à affronter sur la Somme, puisque les Français, ils étaient sur la Somme et sur l'Aisne, en train, alors que c'était à 1 contre 3. De reconstituer un avec front. Une division anglaise, la 51e, qui a été la première à lâcher, certainement pas par manque de courage, non, sur ordre. Et eux, les Français, ils continuaient malheureusement. Et alors que les Anglais, ils avaient arrêté. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le discours de Churchill disant « Nous nous battrons, continuez à vous battre ». Et ça nous a amené, mais c'est une autre histoire, jusqu'aux fameuses réunions du 13 juin, où Churchill a dit aux Français « Mais battez-vous dans Paris », ce qui fait que nous aurions certainement pu faire ce que le Corbusier voulait faire, c'est-à-dire uniquement détacher les Paris aurait pu devenir Varsovie ou Le Havre après les bombardements de 1944. Que l'on fasse une guerre de guérilla en France qui... C'était strictement impossible. Je crois qu'ils ne se rendaient pas compte dans quel état était la France. 5 à 10 millions de gens qui étaient partis. En plus, oui, il y avait 8-9 millions de Français sur les routes de l'Exode à ce moment précis. L'armée défaite qui continuait à se battre dans le centre. Semble-t-il, il paraît qu'il y a un livre que je n'ai pas lu d'un nommé Ragache sur les combats dans le centre de la France et surtout sur l'armée des Alpes. Il y a eu un excellent livre de Schiavone là-dessus, sur l'armée des Alpes. Le général Ulrich qui, lui, pendant les 6 ou 7 mois de la drôle-de-guerre, puisque les cols étaient enneigés, avait fait descendre des divisions B dans la vallée et les avait entraînées. Et les Italiens, ils sont tombés sur du dur. Mais malheureusement, la frontière des Alpes a tenu, mais le pays était envahi, évidemment, par derrière. Alors nous sommes revenus donc sur cette période dramatique de mai-juin 40 que nous avions déjà évoquée, mais c'est tout à fait légitime car beaucoup d'idées reçues demeurent à ce sujet et c'est un travail, je crois, permanent de rétablir les choses pour que les Français aient une vision claire et complète de cette séquence. Je signale le livre de Dominique Lormeau
Lormier, la bataille de Dunkerque, 26 mai, 4 juin 1940. Dominique Lormier, qui a été notre invité il y a quelques semaines ou quelques mois. Est-ce qu'il faut conseiller quand même à nos téléspectateurs d'aller voir le film ? Oui. C'est un bon film sur le plan cinématographique, je crois. Oui, enfin, je préfère nettement Un pont trop loin. Ah, Un pont trop loin, sur la bataille d'Arnhem, qui était, alors là, je dois dire, un chef-d'œuvre cette vision d'une bataille au travers de quelques histoires individuelles est un peu frustrante. Ouais. Et puis, je suis persuadé que cela ne retrace pas les épouvantables conditions de cette bataille avec les incendies partout. Par exemple, les premières images, on voit une ville intacte, avec des barricades, quelques coups de feu, mais ça a été une bataille acharnée. Les bombardements sur les plages, il se trouve que j'ai revu il y a quelques jours Week-end à Zuidcote, le film d'Henri Verneuil avec Belmondo, François Perrier, qui évoque cet épisode du rembarquement de Dunkerque. Et là, je crois que l'atmosphère générale était tout à fait bien évoquée et rétablie. Alors, il y a un livre de Jacques Duquesne aussi, qui avait 10 ans, qui était de Dunkerque et qui avait 10 ans. Alors, et qui raconte à la fois ses souvenirs et ses impressions sur la bataille. C'est un livre très intéressant aussi, très intéressant. Et puis il y a le classique, celui de Mordal, Hervé Crass, sur Dunkerque. Voilà. Je peux ajouter un petit quelque chose sur le film a été, paraît-il, j'espère que je ne dis pas de bêtises, en partie financé par les Français. Manque de fierté, si c'est vrai, manque de dignité. Et ça rappelle 2005, quand Chirac a expédié un bateau français, et puis pas une chaloupe, pour commémorer Trafalgar, et n'a pas commémoré Austerlitz. Donc je voudrais souligner les manquements de ce grand chef d'État. Et en 2005, époque à laquelle justement je ne sais quelle organisation raciste noire avait rappelé que Bonaparte avait rétabli l'esclavage, qui avait conduit Jacques Chirac et son ministre Villepin, pourtant grand admirateur de Napoléon, à ce qu'il n'y ait pas de représentation officielle française pour la commémoration d'Austerlitz. C'est toujours intéressant de rappeler cela, car nous sommes entrés, il faut que nos téléspectateurs le comprennent bien, dans une époque de guerre mémorielle, et c'est un front important pour la suite. Mais ils peuvent compter sur nous pour occuper la tranchée sur ce terrain-là, sur ce champ de bataille-là. Qui vient de démarrer, notamment aux États-Unis, et qui va battre son plein. On en a un cas précis aux États-Unis. Je me pose la question de savoir si on va garder la statue de Louis XIV à l'entrée de Versailles. Bien sûr, bien sûr. Louis XIV est suspect, on en conviendra, par rapport à l'historiquement ou politiquement correct d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre intervention, André Posokov, qui nous a éclairé à propos de cette bataille de Dunkerque et puis des événements qui l'ont précédée.